bienvenue dans Sinosphère, votre émission consacrée à la Chine. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux Minhkong, ces paysans ouvriers qui migrent vers les villes dans l'espoir de trouver du travail. Ils seraient environ 200 millions en Chine. Souvent obligés de travailler dans la clandestinité, ils représentent la face cachée du miracle économique chinois. Nous allons en parler dans un instant, mais tout de suite, c'est le sommaire de Sinosphère. Ils sont 8 millions à Pékin, 200 millions dans tout le pays. Les Minhkong. Ces ouvriers paysans ont quitté les campagnes surpeuplées pour trouver un salaire en ville. Ils constituent l'essentiel de la main-d'œuvre qui a contribué au miracle économique chinois. Ce bâtiment-là, on a commencé à le construire en mars. La structure a été terminée le 15 août. Qui sont ces hommes et ces femmes qui construisent la Chine moderne? Quel est le quotidien de ces migrants de l'intérieur? Nous sommes sur le plateau de Sinosphère au musée Guimet en compagnie de nos deux invités. Jean-Louis Roca, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche au Centre d'études et de recherche internationales de Sciences Po, sociologue. Votre dernier ouvrage, Une sociologie de la Chine, est paru aux éditions La Découverte l'an dernier. À vos côtés, Tiang Ruoling, bonjour. Vous êtes, journaliste, correspondant à Paris du quotidien de Shanghai et Wen Huipao. Et vous êtes aussi l'auteur de livres en français et chinois. Alors on va dans un instant parler de la question des Minhkong, mais avant je vous propose de découvrir un reportage de Séverine Bardon et Gaël Caron qui sont allés à la rencontre de Minhkong en Chine. Immeubles, routes, ponts, ce sont eux qui construisent la Chine moderne, eux aussi qui assument les travaux ingrats, nettoyage des rues et ramassage des déchets. Les Chinois les appellent les Minhkong, les paysans ouvriers. En ville, on les repère facilement. Ballot sur l'épaule, ils font leur premier pas dans la capitale, l'air un peu perdu, avant de rejoindre des chantiers dont ils ne sortiront presque jamais. Petites mains anonymes du boom économique chinois, comment vivent ces migrants de l'intérieur? Wei Raizhen vient de la province du Shandong. Il vit à Pékin depuis 7 mois et participe à la construction d'une ville nouvelle en banlieue sud. Comme tous les ouvriers du chantier, Wei est un ancien paysan, chassé de la campagne par le manque de terre. La terre, ça ne rapporte presque rien, ça permet à peine de manger. Aujourd'hui, la terre, ça coûte de l'argent. Tous sont venus en ville à la recherche de salaires qui permettront à leur famille de vivre un peu mieux. Ils travaillent jusqu'à 12 heures par jour pour un salaire moyen d'environ 200 € par mois. Entre eux, les conversations tournent en permanence sur l'argent, celui qu'ils gagnent et celui que les patrons, trop souvent, essaient de ne pas leur verser. Je connais un ouvrier, on lui a retenu plus de 10 000 yuan sur son salaire. Presque 20 000 yuan. Non, ce n'était pas autant. Mais 10 000 yuan, oui. Il lui manquait 10 000 yuan. Le vieux, là, il a commencé à travailler en février jusqu'à maintenant. Il n'a pas touché un centime de salaire. Corvéables à merci, les ouvriers sont logés à proximité des chantiers. Ils sont plusieurs centaines à s'entasser dans les dortoirs de l'entreprise qui emploie Wei Raizhen. Logement spartiate, sanitaire insalubre. Là, c'est l'endroit où on se lave. Le confort des ouvriers n'est visiblement pas la préoccupation principale des patrons chinois. Si le logement est gratuit, la cantine, elle, est payante. Du porc braisé. Hein? Du porc braisé. 5 yuan pour un bol de riz et quelques morceaux de viande, c'est aussi cher que dans les restaurants du quartier. Et faute d'endroit où s'installer, les hommes engloutissent leur repas accroupis sur le sol. Ces conditions de vie, les migrants seraient prêts à les accepter si leur travail était bien rémunéré. Malheureusement, Wei est tombé sur un patron qui trouve tous les prétextes pour ne pas payer ses ouvriers. Mais qu'est-ce qu'il fait, le patron? C'est quoi cette histoire? Vous n'avez pas le droit de retenir nos salaires comme ça. Pourquoi vous ne nous versez pas tous nos salaires? On a fait du bon travail. De quoi vous nous parlez, là? J'ai appelé le patron. Il faut qu'il me rende mon argent. Il n'a pas le droit de retenir nos salaires. Pour construire ces logements destinés à la nouvelle classe moyenne pékinoise, Wei a travaillé plus de 6 mois sans relâche. Mais son patron lui doit encore l'équivalent de 1 000 € que Wei risque fort de ne jamais toucher. Le menuisier ne peut que constater l'échec de son expérience d'ouvrier migrant. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais rentrer chez moi ou essayer de trouver un autre travail ici, mais à Pékin, ce n'est pas facile de trouver du bon boulot.
Face aux patrons voyous, les migrants n'ont souvent aucun recours. 60% d'entre eux n'ont jamais signé de contrat de travail et certains ne connaissent même pas l'identité réelle de leur employeur. Dans un obscur sous-sol des quartiers chics de la capitale, l'association Xiao Xiao Niao tente néanmoins de venir en aide aux migrants en difficulté. Ces dossiers, là, ce sont tous les cas de migrants que nous avons aidés. Il y en a plus de 30 000. Ce sont essentiellement des problèmes de salaire impayés. En fait, aujourd'hui, on a le statut légal d'organisme de conciliation. Grâce à ce statut, on peut entrer en contact avec les patrons et négocier directement la restitution des salaires. Wei Wei et ses collaborateurs obtiennent le paiement des salaires dans environ 80% des cas qui leur sont soumis. Aujourd'hui, ils accueillent des migrants du Zhejiang, employés dans un atelier de confection. Les 4 hommes représentent une dizaine d'ouvriers, floués par le même patron. Là, sur cette facture, il est écrit que j'ai fabriqué 8 chemises XL et 8 autres de taille L. En tout, ça fait 16 pièces. À 35 yuan la pièce, il me doit 16 fois 35 yuan. On est venu pour ça, car il ne nous a pas payés. Les ouvriers ont essayé de porter plainte auprès du bureau du travail local et ils ont même tenté leur chance au commissariat. Mais aucune institution gouvernementale n'a pu ou voulu les aider. On est allé voir la police, mais le patron, il s'est caché, il s'est enfui. Il y a un autre patron, mais lui, il est en province. La police le sait, les affaires civiles aussi. Mais ça ne sert à rien. Ils disent qu'ils peuvent rien faire. Du coup, l'association est le dernier recours de ces ouvriers. Mais les employés de Xiao Xiao Niao savent que leur situation est délicate. Le danger, c'est que le patron, une fois qu'il a été payé pour sa commande, il a beaucoup d'argent, mais il ne verse pas les salaires aux ouvriers. Il peut facilement disparaître avec l'argent. Il y en a plein des cas comme ça. Ce n'est pas juste 1 ou 2 ateliers, il y en a plein. Moi, je connais un patron. Il n'avait pas payé les salaires pendant 1 mois ou 2. Ça représentait beaucoup d'argent, mais il est parti avec. L'atelier, il le louait. Même le propriétaire ne savait pas où il était parti. Le petit groupe a quand même repris espoir. Grâce à l'association, ils arriveront peut-être à toucher leur salaire. Mais en Chine, les conflits du travail se multiplient. L'an dernier, près de 30 000 manifestations ouvrières ont agité le pays. Exploités, sous-payés et escroqués par des patrons sans scrupules, les Minggong commencent à défendre leurs droits. Ils sont aussi de plus en plus nombreux à renoncer au mirage de la grande ville. Pour la première fois, les régions manufacturières du sud du pays manquent de main-d'œuvre. Alors Jean-Louis Roca, on vient de le voir dans le reportage, les Minggong n'ont pas forcément une vie très facile une fois qu'ils arrivent dans les villes. Déjà, est-ce qu'on peut essayer d'esquisser leur portrait? Qui sont-ils? Qu'est-ce qui les pousse vers les villes? Globalement, ce qui les pousse vers les villes, c'est évidemment de gagner un peu plus d'argent qu'ils ne peuvent gagner quand ils sont à la campagne. C'est vrai que la croissance de l'industrie, la croissance des revenus urbains attire bien évidemment les paysans. L'écart de revenus d'ailleurs qu'ils peuvent obtenir dans les villes est extrêmement important, même si pour nous, évidemment, les salaires apparaissent comme relativement faibles. À l'intérieur de ce grand groupe, il faut dire qu'il y a des gens avec des situations tout à fait différentes. On peut faire rapidement 4 groupes, je dirais, de gens qui viennent en ville. D'une part, les gens qui s'engagent donc dans la construction, c'est le cas du reportage que l'on vient de voir, les gens qui travaillent dans l'industrie. Il y a un 3e groupe qui travaille, je dirais, dans les services, dans les restaurants, dans les magasins, etc. Et enfin, un 4e groupe qui est sont un petit peu les francs-tireurs, je dirais. C'est des gens qui ramassent les déchets dans les rues, qui s'occupent de nettoyer les espaces verts, etc. Donc on a ces 4 groupes qui, un peu par hasard, vont dans une activité ou dans une autre, mais qui ont tous en commun, effectivement, ce désir de quitter la campagne. Alors, à s'est ajouté, depuis une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, un autre élément, c'est de connaître la ville aussi. C'est-à-dire qu'il y a une aspiration très forte maintenant parmi cette population à devenir de véritables urbains et d'avoir un mode de vie, je dirais, qui leur apparaît comme un mode de vie un peu idéal, celui, je dirais, d'une classe moyenne chinoise qui est en train de se constituer depuis quelques années. Alors Zhang Ruoling, souvent ils viennent avec plein de rêves en tête. Quelle est la réalité finalement? Quelles sont leurs conditions de travail? Les conditions de travail, pour le moment, c'est très difficile, très dur quotidiennement. Il ne faut pas oublier que la Chine est un pays en voie de développement. Même pour les citadins, c'est déjà pas très facile. Pour les paysans, bien sûr, c'est compliqué, difficile. Mais il ne faut pas
comment dirais-je, oublier que la Chine est en train d'entrer dans la phase d'industrialisation avec l'urbanisation. Bien sûr, il y a aussi la démocratisation aussi, mais c'est une autre question. Et avec ces processus de l'industrialisation et urbanisation, je crois que tous les problèmes qu'on connaît, par exemple, comme en France, le siècle dernier, comme après la guerre, la Chine connaît maintenant, est en train de répéter tous ces processus. Les situations des Ming-Kong actuellement, c'est comme Zola avait décrit dans ses romans. Et il y a des situations très difficiles, très compliquées, mais le progrès est très rapide. Par exemple, quel est leur salaire Ming-Kong il avait 20 ans, par exemple, un Ming-Kong gagne pratiquement rien du tout. Et aujourd'hui, leur salaire, dans le reportage, comme on dit, par exemple, 200 euros. 200 euros, à peu près comme 2000 yuan. Mais il ne faut pas comprendre 200 euros, parce que 200 euros ne peut acheter peut-être 200 km de tomates, par exemple. Tandis que 2000 yuan peut acheter beaucoup plus de choses qu'avant. Bien sûr. Et au niveau de leurs conditions de vie, on voit qu'ils dorment souvent dans des dortoirs, sur des lits superposés, séparés de leur famille. Jean-Louis Roca, c'est quand même... Oui, on est dans une situation assez classique dans l'immigration. Ce qu'on voit en Chine, en fait, n'a absolument rien d'original par rapport à ce que a pu connaître l'Europe il y a un siècle, ou même il y a encore 50 ans, avec l'arrivée massive donc, de paysans qui venaient des campagnes. Puis, n'oublions pas non plus les migrations internationales, avec l'arrivée dans les années 60, notamment d'immigrés, mais aussi avant d'ailleurs, d'immigrés italiens, d'immigrés espagnols, puis d'immigrés du Maghreb. Donc, c'est le développement un petit peu classique du capitalisme. On a besoin de main-d'œuvre, en tout cas dans un premier temps, d'une main-d'œuvre non qualifiée, très peu chère, très peu exigeante, et donc que l'on va, un petit peu comme nos immigrés encore une fois dans les années 60, les loger dans des conditions difficiles. On va essayer de ne pas trop les payer, on va essayer même de ne pas les payer du tout, bien évidemment. Même pas de contrat les de patrons travail, chinois comme les patrons français, voilà, il y a de tout dans la catégorie. Voilà, on est tout à fait dans ce genre de situation. Ce qui est important, mais on aura l'occasion sans doute d'en reparler, c'est voir un petit peu, je dirais, la trajectoire, de voir un petit peu le dynamisme, les évolutions actuelles. On va revenir sur l'évolution tout à l'heure, mais déjà là, quels sont leurs rapports avec leurs patrons? Beaucoup n'ont pas de contrat de travail. Certains, on l'a vu dans le reportage, ont beaucoup de mal à être payés. C'est ça la réalité et ce qu'on vit et sur le papier, c'est deux réalités différentes. Depuis 2005, la Chine a voté la loi de contrat de travail et promulgué aussi. Théoriquement, tous les employeurs doivent signer le contrat avec le travailleur. Ils devaient avoir la protection sociale, le chômage et la retraite. Mais la réalité, c'est que beaucoup de patrons ne le font pas parce que pour eux, ça va augmenter bien sûr le coût de production. En réalité, ils devaient augmenter le salaire, ils devaient augmenter... Généralement, par exemple, les paysans sont logés aussi par l'entreprise. Et puis maintenant, les familles viennent aussi avec leur... Là, c'est pas le cas. On l'a vu dans le reportage. Le repas, par exemple, était à la charge des Ming-Kong, en l'occurrence. Les Ming-Kong, il y a toutes sortes de... il y a certaines... Quand un Ming-Kong travaille pour une grande entreprise, il a pratiquement toutes les garanties. Et quand ils travaillent pour les petites et moyennes entreprises, c'est très difficile. Au total, ils ont 3 problèmes. C'est le logement, c'est la protection sociale et puis l'éducation de leurs enfants. Parce que c'est déjà la 3e génération. La première génération qui sont arrivés à peu près des années 80-90, eux, ce sont de vrais paysans. Ils viennent en ville pour travailler, pour gagner de l'argent et ils retournent à la campagne. Leurs enfants... ils sont venus en ville à peu près à l'âge d'adulte. Ils commencent à apprendre le goût de vivre en ville et ils ne veulent plus quitter. Et surtout leurs enfants qui sont nés en ville. Ils sont nés en ville, ils sont justement veulent rester et devenir un citadin. Là, il y a un peu de problème.
leur relation, par exemple, avec les citadins, c'est On très va revenir tendu. dessus justement dans un instant. Mais avant, vous parlez de protection sociale. Je vous propose justement de découvrir un reportage sur le hukou. C'est une sorte de permis de résidence qui réglemente de manière assez stricte les déplacements des Chinois à l'intérieur du pays. C'est un reportage signé Séverine Bardon et Gaël Caron. Il vit dans une pièce froide et nue, gracieusement mise à disposition par son employeur, une entreprise de construction de Pékin. Zhang Baofu est un travailleur migrant dans la capitale chinoise. Ses possessions les plus précieuses, il les cache sous son oreiller. C'est un hukou de la province de Hebei, ville de Jiaozhou, district de Xingliao, quartier de Xiqian. Ça, c'est mon hukou. Le hukou, c'est le papier d'identité le plus important des Chinois. Une sorte de passeport intérieur qui rattache chaque habitant à son lieu de naissance. Zhang Baofu vit et travaille à Pékin, mais son hukou vient du Hebei, une situation qui a des conséquences majeures pour l'ouvrier et son fils de 14 ans. Un enfant qui n'a pas le hukou de Pékin, il ne peut pas aller dans les écoles de la municipalité de Pékin. Il ne peut qu'aller dans des écoles privées. Une année me coûte 3500 yuan avec le logement, la nourriture, les frais de scolarité. À cause du hukou, Zhang vit loin de son fils et consacre une grande partie de son salaire à financer son éducation. Quand tout va bien, il survit. Mais si son fils ou lui-même ont besoin de soins médicaux, le hukou devient une fois encore un obstacle infranchissable. En fait, on peut aller partout maintenant, mais le hukou pose des problèmes. Par exemple, pour la protection sociale, il faudrait qu'elle soit valable partout. Même si on a un hukou de Hebei, on devrait pouvoir être soigné à Pékin. Pour l'instant, les Chinois ne bénéficient d'une protection sociale que dans leur province d'origine. Pour la plupart des aides et pour l'école, le hukou distingue même entre ruraux et urbains au sein d'une même province. Aujourd'hui, la Chine envisage d'assouplir ce système dont pâtissent tous les travailleurs migrants du pays. Mais comme l'explique Wang Taiyuan, professeur à l'Université de la sécurité publique, la tâche est immense. Il faut en fait réformer l'ensemble du système social chinois. Les retraites, les soins médicaux en 2013, ils devraient être uniformisés à l'échelon national. À ce moment-là, le gouvernement de Pékin pourra verser des prestations sociales à un habitant du Hebei, parce que ses finances publiques seront alors gérées à l'échelon national. Vestige de l'économie planifiée, le système du hukou restreint toujours la liberté de mouvement des Chinois au sein de leur propre pays. Alors Jean-Louis Roca, je me tourne vers vous. Est-ce que ce système de hukou, dont on vient de voir un reportage de ce sujet, est-ce qu'il continue à réglementer la manière les déplacements des Mingkong? Non, en fait, les Mingkong, ça ne sert plus du tout à limiter en fait, les déplacements des Mingkong. Les Mingkong circulent à peu près comme ils veulent, mais l'intérêt du maintien en fait, de cet élément-là fait que l'on a une catégorie en fait, qui reste, disons, dépourvue d'un certain nombre de services et de droits, ce qui permet évidemment de les garder dans une situation un petit peu de dépendance en fait. Et donc, effectivement, aujourd'hui, les deux gros problèmes que rencontrent les Mingkong, c'est de moins en moins des problèmes quand même de paiement de salaire ou de choses de ce type-là, mais des questions de protection sociale, effectivement. Ce n'est pas simplement la question d'ailleurs des Mingkong. De manière générale, il faut rappeler que la protection sociale en Chine est locale, c'est-à-dire que les caisses sont tout à fait locales, donc on cotise à une caisse locale et on reçoit des prestations de manière locale, donc il n'y a pas de système national. Mais surtout, l'élément sans doute le plus important aujourd'hui, c'est la question d'éducation, c'est-à-dire que l'on peut mettre, et on met de plus en plus les enfants dans les écoles. Le problème, c'est qu'ils doivent retourner dans leur lieu d'origine pour passer l'examen qui s'appelle le Gaokao, donc l'examen d'entrée à l'université, qui est un peu le sésame de la réussite aujourd'hui et de l'entrée dans la classe moyenne, pourrait-on dire. Et là, ce n'est pas possible pour eux, puisqu'ils sont obligés de retourner chez eux. Et il y a un système qui est extrêmement inégalitaire, on n'a pas le temps de donner les détails, qui fait que, en fait, quand on vient de régions de province difficiles, de l'intérieur, on a très peu de chances, en fait, de réussir, etc. Voilà, on a des difficultés pour entrer en tout cas dans les grandes universités chinoises. Et donc ça, c'est une barrière à l'ascension sociale et à l'urbanisation, je dirais, complète de cette catégorie, qui
est extrêmement importante. Alors, bien évidemment, on se trouve aussi aujourd'hui dans une situation globalement par rapport à ce problème relativement classique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a parmi les patrons un peu de tout. On a des petits patrons, comme on a vu tout à l'heure, qui exploitent les gens. On a des patrons qui aimeraient, au contraire, avoir une main-d'œuvre beaucoup plus éduquée, beaucoup plus fixe pour pouvoir développer ces activités, parce que là, la Chine commence à entrer dans un développement basé sur des produits beaucoup plus sophistiqués, etc., etc. Et on a aussi un État central qui voudrait bien que l'on passe justement à un autre stade de développement économique, mais de notre côté, des autorités locales, elles, qui sont plus attachées évidemment à des formes plus classiques de développement, puisqu'elles reçoivent très directement les fruits du développement économique de la région. Et alors, Chong Ruling, justement, quel est le sort des enfants des Min-Kong qui naissent en dehors justement de la région où ils sont affectés? Est-ce qu'ils peuvent avoir quand même une éducation, une protection sociale? Théoriquement, toutes les écoles, 12 ans d'école sont gratuites, sont payées par l'État. Ils devaient avoir une éducation partout dans tout le pays. Mais en réalité, c'est que l'école, en fait, la Chine manque d'écoles, manque de professeurs, manque d'écoles. La Chine est un pays où tout manque en réalité. Et si on reste sur la question des Min-Kong, donc leurs enfants n'ont pas forcément accès à cette gratuité de l'éducation. En théorie, c'est que aucune école ne devait faire payer les enfants de moins de 12 ans. Mais en réalité, c'est que comme il ne peut pas entrer dans une école d'État, il entre dans des écoles privées. Très cher, on l'a vu dans le reportage. Oui, voilà, ça coûte cher. Mais je crois que il faut trouver une solution, c'est que il faut développer un système d'écoles publiques spécialement pour les Min-Kong. Parce que eux, ils passent peut-être 2 ans, 3 ans dans un endroit et puis après, ils quittent. Ils vont dans une autre ville. Il faut que l'éducation puisse accepter dès le départ jusqu'à la fin, c'est-à-dire accepter que les enfants viennent d'une autre ville. La différence entre villes est assez grande encore aujourd'hui en Chine, c'est-à-dire le niveau d'éducation sont très différents. Ça cause aussi des problèmes pour les enfants de Min-Kong. Et pour les Min-Kong, vous direz qu'il y a une possible ascension sociale, ou est-ce qu'ils vont rester sur les chantiers toute leur vie et leurs enfants aussi? Ils ont toutes leurs chances de devenir un citoyen comme les autres. Surtout, en fait, il y a pas mal de paysans qui sont venus en ville, ils se font fortune. Et il suffit d'être très intelligent, avoir un peu de chance. Et puis, par exemple, je m'en souviens plus son nom, l'entreprise, le patron de l'entreprise qui a acheté une grande marque de voitures en Europe. C'était un Min-Kong C'était un Min-Kong. Il était un paysan, il est allé en ville, il commence à travailler comme tous les autres et puis gagner de l'argent, il commence à réfléchir, créer sa propre entreprise et il a réussi. Mais Jean-Louis Roca, ce n'est pas le sort de tous les Min-Kong. Beaucoup commencent à être mécontents de leurs conditions de travail, de leurs conditions de vie. Il y a une révolte sociale qui couve en Chine. Il y a des mouvements sociaux, c'est-à-dire que les Min-Kong sont de moins en moins prêts à accepter n'importe quelle condition de vie et de travail. Ils poussent, donc ils organisent des mouvements sociaux pour l'augmentation des salaires, etc. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'ils sont soutenus par un certain nombre de gens, même y compris à l'intérieur de l'appareil du parti et des gouvernements qui considèrent effectivement que l'on doit absolument augmenter le salaire des Min-Kong pour une raison très simple, c'est que la demande intérieure est très faible aujourd'hui en Chine et qu'on a besoin pour la croissance d'une demande qui devienne de plus en plus forte et pas simplement dépendre de la demande extérieure qui, comme on le sait, commence à s'essouffler à travers le monde. Donc il y a aussi des raisons, je dirais, économiques et politiques qui vont dans ce sens-là. Donc l'évolution, c'est bien évidemment vers une augmentation des salaires
salaires, c'est vers une amélioration de la protection sociale. L'éducation, par contre, ça va être évidemment extrêmement difficile à mettre en place. Mais ce n'est pas simplement, si vous voulez, les Ming-Kong contre le gouvernement ou contre les patrons. Tout ça est très éclaté, c'est-à-dire c'est des contradictions qui traversent l'ensemble de la société, du bas, je dirais. Le monde des Ming-Kong évolue en même temps que, exactement. Que la société et il y a un troisième chinoise. élément que je crois qui est important aussi, et qui est plus inquiétant d'une certaine façon, c'est qu'on ressent déjà en Chine un petit peu les effets de ce que l'on a pu connaître en France avec la deuxième, la troisième génération de migrants de l'extérieur, mais on a des situations parfois comparables, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des jeunes, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont nés en ville, qui n'ont aucun contact avec les campagnes et qui trouvent que les choses ne vont pas assez vite, précisément. C'est-à-dire qui considèrent que leurs parents ont accepté trop longtemps des conditions de ce type-là, qu'eux, ils se sentent complètement urbains et qu'ils veulent tout très vite. Et là, c'est quelque chose qui est moins, disons, facile évidemment à contrôler. Je crois qu'il y a ce mouvement dont je parlais tout à l'heure, un petit peu global d'amélioration de la situation. En même temps, cette génération-là est plus difficile à imaginer quel va être leur comportement dans les années à venir. Ce processus d'urbanisation avec l'industrialisation, le problème c'est que ça a réalisé dans un temps trop court. Et on n'a pas le temps de résoudre tous les problèmes qui dans les années à venir. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau avec nous. Voilà, c'est la fin de Sinosphère. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci au musée Guimet qui nous a accueillis. On se retrouve dans 15 jours.